Bonjour et bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui en présence de Mélissa et de Julie Soleil pour le tout premier épisode des recettes cocaïnées. Comment allez-vous aujourd'hui? Super bien. Ça va très bien aujourd'hui. Eh bien, génial. Déjà, merci beaucoup d'être ici pour ce premier épisode. Mélissa, toi, est-ce que tu es fan des lignes? J'aime beaucoup les lignes. Ouais, parfait, parce que moi aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attrape nos pailles pour se lancer dans cet épisode qui aura bien plus de cocaïne que de recettes. J'adore ça, on va le garder. Ça y est. OK. C'est bon, ça dégourdit, ça. Allô, bonjour et bienvenue dans Baladope, un espace d'échange sur la consommation de drogue sans tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques. Ce podcast vous est amené par le GRIP, un organisme qui agit en réduction des méfaits et en prévention, dans le but d'informer et d'intervenir dans les milieux festifs au Québec. Je m'appelle Carla Martin et je serai votre animatrice tout au long de la première saison du Baladope. Bon, je pense que vous avez tous compris que notre remix des recettes pompettes n'était en fait qu'une blague. Par contre, j'espère qu'elle vous a fait réagir. Parce que justement, aujourd'hui, nous allons parler de la promotion de la consommation de l'alcool en société, de ses origines, mais aussi de ses conséquences. Et pour aborder ce sujet, nous avons décidé d'inviter Mélissa Beaulieu et Julie Soleil-Missen au micro du Baladope. Oui, bonjour. Moi, c'est Mélissa. Je suis formatrice pour le GRIP, donc former l'équipe interne, à l'externe aussi, donc d'autres organismes parfois. Sinon, je peux donner des conférences aussi sur le GRIP. Pour le GRIP. Pour le GRIP. Je suis aussi bachelière en sexologie. Donc, ça fait depuis 2020 que je m'implique pour le GRIP déjà. Là. Donc, j'ai été stagiaire pour eux. Ensuite, j'ai été superviseur sur le terrain. Donc, j'ai pas mal d'expérience niveau intervention et tout. Puis, pour être maintenant à la formation. Donc, voilà. Puis sinon, j'ai aussi un background en intervention de crise suicidaire avec Suicide Action Montréal. Donc, voilà. Bonjour, moi je m'appelle Julie Soleil-Missen. J'utilise les pronoms « elle ». J'ai mon parcours académique est en sciences sociales, donc en toxicomanie, criminologie, santé mentale. Et j'ai obtenu une maîtrise en criminologie en 2004. J'ai travaillé également au GRIP pendant plusieurs années et ça a été un tournant très significatif dans ma carrière. Et j'ai continué mon parcours un peu là-dedans, de la formation, travailler avec d'autres organisations au niveau de ça. J'ai été aussi directrice générale de Elixir, qui est plus dans la région de Sherbrooke, avec les femmes spécifiquement. Donc, un autre élément qui est important à considérer aussi, la différence entre les genres. J'enseigne aussi depuis 2013 à l'Université de Montréal, à la Faculté de l'éducation permanente, au certificat en criminologie. Et je donne le cours drogue et criminalité depuis ce temps-là. Je fais aussi de l'analyse de substances depuis plusieurs années avec l'organisme Anchors dans l'Ouest canadien pour le festival Shambhala, dont j'ai eu aussi plusieurs postes là-bas de l'analyste et maintenant je coordonne et je forme les presque 80 personnes qui viennent d'un peu partout à travers le Canada, les États-Unis et ailleurs sur les différentes substances et ces choses-là. Et maintenant, je travaille à l'Association des intervenants en dépendance du Québec et je suis responsable du contenu de la formation où je forme. Je m'occupe de différents colloques, formations et tout ça. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que cette conversation va donner et surtout comment est-ce qu'elle va résonner avec le public. Donc, petit rappel, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la plateforme d'écoute ou sur les réseaux sociaux du GRIP parce que je trouve que c'est une conversation qui vraiment concerne beaucoup de personnes. Donc pour commencer cet épisode, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a des événements que vous avez vécus et qui vous ont fait prendre conscience de l'acceptabilité sociale de l'alcool ou de la promotion de sa consommation? Tu peux peut-être commencer, Mélissa? Oui, en fait, comme je disais, j'ai fait beaucoup de terrain pour le GRIP. Puis, ça arrive qu'on fait du outreach, qu'on appelle donc... On se promène avec un petit plateau de matériel, on va voir les gens, on va se présenter, puis on parle de nos services. Puis, au pique-nique électronique pour les personnes qui sont dues aller, les fameux boquettes. Donc, on est...
Puis en faisant là, du outreach, en parlant aux gens de drogue et tout, il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah non, moi, je consomme pas, je prends pas ça de la drogue », mais qui ont leur gros bucket dans la main. Puis on se rappelle de 3-4 consommations là-dedans. Donc voilà, l'alcool n'est pas nécessairement vu comme une drogue par les gens en général, de ce que je vois. Puis sinon, si on pense aux Ladies' Nights dans les bars où soit les verres sont moins chers pour les femmes, ben ça montre que c'est encouragé de boire de l'alcool puis que c'est même promu. Tandis qu'on n'a pas nécessairement ça avec la coke, justement. C'est rare que tu vas avoir coke gratuite pour toutes les femmes qui rentrent. 2 traces gratuites, tout le monde. Donc, c'est ça. C'est pas vu de la même façon. Et toi, Julie Soleil? Ben moi aussi, je pense que dans les soirées, tu sais, comme femme, par exemple, quand je vais dans des soirées, puis je décide, ben ça me tente pas de consommer ou j'ai pas le goût de consommer, tu sais. J'ai beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, t'es-tu enceinte? » Là, c'est certain qu'à mon âge, moins souvent que je me fais dire ça, ou « Es-tu sur des antibiotiques, ça va-tu? » ou ces choses-là. Donc, tu sais, t'as ce côté-là que les gens, il y a plus de promotion, d'acceptabilité sociale de le faire comme comportement. Faut le justifier. Faut le tu le fais justifier pas si dans tu un le fais milieu pas. post-festif. mettons. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Ça, je pense que c'est un traditionnel. Je pense que bien des gens vivent ça. Et certainement les femmes aussi au niveau de ça. Puis des fois, ben, ça arrive que notre amie est réellement enceinte. Ça m'est déjà arrivé. Juste une fois dans Ça tout mon temps. De temps en temps. Puis sinon, mais un autre qui est aussi qui est différent, c'est que tantôt, je disais que je donne un cours drogue et criminalité. Puis j'ai commencé un exercice spécifique dès que j'ai commencé. C'était au premier cours. Le tout premier cours, je leur demande tout le temps, après une petite introduction, mais est-ce que vous pouvez me dire les substances que vous avez déjà consommées, les substances psychoactives? C'est sûr que c'est anonyme, confidentiel. Maintenant, j'utilise le Menti, mais à l'époque, c'était au papier-crayon. Là, c'était long. Mais j'écrivais toutes les substances au tableau. Puis je peux vous le dire que en 2013, puis aujourd'hui, en 2024, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ben, l'alcool sortait presque jamais en 2013, puis je dirais, et là, sort, mais rarement aussi. Je dirais les autres substances légales aussi, comme le café ou d'autres, vont moins sortir aussi. Mais l'alcool, puis il y en a beaucoup qui vont dire, je n'ai jamais consommé de drogue. Parce qu'ils vont dire tout de suite drogue, ils vont associer aux drogues illicites, mais ils vont nommer toutes leurs drogues illicites, mais pas l'alcool. Mais pas l'alcool. Donc, tu sais, ça m'a toujours, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir à ce double standard souvent. Puis ça fait réfléchir les étudiants en disant, ben OK, ben ça veut dire quoi? Puis là, on rentre dans les définitions, on rentre un peu dans ces concepts-là. Je pense que de réaliser ça, c'est important. Moi, la première fois où je l'ai réalisé, je pense que je dois avoir aux alentours de 17 ans. Et j'ai jamais beaucoup aimé l'alcool. Mais alors, surtout à cet âge-là, c'était vraiment pas mon truc. Je trouvais ça pas très bon. Et une personne de ma famille m'a dit « Mais tu sais, Carla, va falloir que tu commences à apprendre à aimer l'alcool parce que c'est super important en société. Par exemple, au travail, si t'as un rendez-vous d'affaires, eh ben, c'est important d'offrir un verre de vin et de pouvoir le partager avec la personne. » Oh, wow! Ouais, on voit vraiment l'aspect social. Là. Ouais, c'est vraiment exactement. C'est comme, c'est plus facile parce que la personne est plus joyeuse, mais aussi parce que vous créez comme un lien ensemble, parce que vous partagez ce moment-là de sociabilité, vous rigolez ensemble et du coup, ça va être plus facile de faire affaire en général. Fait qu'on tisserait plus de liens. Tu tisses plus de liens. Ouais. T'es moins gêné aussi. T'es moins gêné, exactement. Ça désinhibe. Donc c'est ça, on m'a dit, il faut que tu apprennes parce que tu vas pouvoir tisser des liens plus facilement, même au niveau du travail, c'est important. Et moi, j'avais été un petit peu choquée à ce moment-là parce que je me suis dit, jamais on me dirait, va falloir que tu apprennes à consommer le cannabis ou... C'est un peu fou. Ta tranche de vie. Oui. Et me fait penser au fait que de boire de l'alcool, c'est une activité. Tu sais, je vais aller prendre un verre avec mes amis pour catch-up, faire nanana autour d'un verre. Fait que c'est ça. Il y a vraiment un aspect social, puis j'aime vraiment ça le comparer avec d'autres drogues, là, parce que je trouve que de changer un peu les paramètres de la situation, ben ça t'aide à voir plus large, mais on va pas nécessairement dire « Ah, je vais aller catch-up avec mes amis autour d'une table d'acide », tu sais. Ça se peut. Ça se peut pour certains. Là, ça se peut que ce soit coloré comme moment, mais c'est pas nécessairement ça qu'on va entendre. Puis je pense que si on disait ça, ça engendrerait plus de réactions, mettons. Oui. C'est vrai. Même au niveau politique, il y a même aussi des événements qui nous font nous rendre compte de ce double standard. Et il y en a eu un très récemment au Québec qui m'a fait vraiment me rendre compte de l'importance de l'alcool dans la société et puis aussi des lobbies.
en général. Donc en début février, on a le Parti libéral du Québec qui a soulevé une controverse parce qu'il a proposé de réduire le taux d'alcoolémie autorisé pour la conduite et de le passer de 0,08, donc soit 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, à 0,05. Julie Soleil, est-ce que tu aimerais bien nous parler un peu plus de ce qui s'est passé et de si tu as été surprise lorsque ça a été refusé? Bien, pour moi, je pense que qu'est-ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'il me manquait des connaissances. Même si je connais bien les substances, on ne connaît pas tout, hein. On apprend tellement de choses tout le temps. Puis le débat m'a vraiment fait réaliser que j'avais pas les connaissances entre le 0,05 et le 0,08 et de me rendre compte que toutes les autres provinces du Canada étaient déjà rendues au 0,05 et beaucoup de pays dans le monde, c'était ça. Et qu'au Québec, bien, on s'obstinait à garder notre 0,08 et qu'il y avait quand même plusieurs accidents et de décès entre ces deux choses-là. Mais oui, c'est quand même beaucoup, 0,08. Right? Je sais pas si vous avez déjà soufflé à 0,08, mais comme... Oui. Ça peut être beaucoup quand même. Là. Puis ça dépend des personnes, tu sais, aussi. Tu sais, c'est sûr que ça dépend ton poids, ta tolérance et de plein d'affaires au niveau de tout ça. Mais oui, moi, tu sais, je n'étais pas tant au courant de ces statistiques-là, en tout cas. Tu sais, pour moi, ça a été une surprise. Mais j'étais pas surprise que ça soit pas accepté tout de suite. C'est sûr que qu'est-ce que la CAQ a apporté au niveau au niveau rural, au niveau des régions, le transport en commun pour quelqu'un qui habite à Magog et qui habite à la campagne, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas ces choses-là. Je comprends ça, mais peut-être qu'on pourrait investir dans le transport en commun dans les régions, mais ça coûte un petit peu plus cher, j'imagine. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça a ouvert le débat, puis on va continuer à en parler. Donc, je pense que c'est juste un début. Je pense qu'il y a bien des choses qui vont venir avec ça, mais en tout cas, pour moi, ça a ouvert un peu une porte éclairante. Ben, c'est le fun d'ouvrir la discussion là-dessus, puis d'en parler de ces différences-là, de le remettre en question. Il faut se remettre en question souvent parce que c'est sûr que si on met la vie en danger de certaines personnes, ben, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de se poser? Il faut bien se poser cette question-là. Ça, j'ai l'impression que ça a parti un débat. Puis on l'a entendu un peu partout dans les médias et aussi dans les familles et ailleurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est parlé un petit peu pendant ce moment-là. Oui, donc le débat vient d'être ouvert. Mais si l'alcool, elle n'est pas vue comme une drogue par la population en général et qu'elle est aussi bien acceptée en société, est-ce que c'est parce que l'alcool est moins nocif pour la santé que les autres drogues? Non, l'alcool n'est pas moins nocif. Selon la SPQ, donc l'Association pour la santé publique du Québec, pour chaque dollar qui est encaissé par la SAQ en termes de vente d'alcool, le Québec en dépense 6 pour éponger les problèmes reliés à la consommation d'alcool. Donc, on parle d'accidents, de problèmes de santé, de perte de productivité, sinon de problèmes sociaux. Donc, ça démontre bien que c'est aussi une substance qui est nocive. Puis, une des choses qui pourrait faire qu'elle serait moins que les autres, c'est qu'elle est légale puis que la production est contrôlée, finalement. Donc, on est sûr de ce qu'il y a dedans quand on l'achète. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas d'agent de coupe qu'on ne voudrait pas dedans. Oui. Donc, ça, d'ailleurs, les agents de coupe, c'est un des bons facteurs de risque là, dans les drogues qui sont illicites. Puis le fait qu'une drogue soit légale, ben ça fait qu'elle est mieux encadrée. Puis on peut ouvrir plus la discussion aussi à son sujet. C'est ça. Donc, ouais, puis de sortir des recommandations et tout. Tandis que quand une drogue l'est pas, ben les gens vont plus... premièrement, il y a la stigmatisation. Hein, donc, les gens sont plus gênés d'en parler quand ils ont des problèmes reliés à une consommation. Puis ils vont s'isoler avec ça. Puis cet isolement-là va augmenter le nombre de surdoses, augmenter le nombre de problèmes. Donc moins, elle n'est pas moins nocive en tant que substance, mais parce qu'elle est légale, il y a quand même moins de risques, parce qu'on en parle plus. Du coup, par exemple, quand tu vas en prendre, tes amis vont être au courant et il y a un système de trip selling qui peut prendre place. Et puis aussi parce qu'il va y avoir moins de danger vu que la production est régularisée. Ben, j'aimerais ajouter aussi qu'il y a certains risques qui viennent avec le fait que c'est autant accepté socialement. Absolument. Tu sais, de prendre un verre à chaque soir quand tu reviens chez toi, après le travail pour te détendre. Le fait que ce soit légal, ça fait que c'est super accessible pour les gens. Donc, voilà, ça peut pousser à en consommer plus aussi.
il y a des risques associés à l'alcool. Puis plus tu en consommes, ben, plus il y a des risques finalement. D'ailleurs, les recommandations de la santé publique ont changé. À ce sujet-là, avant, on parlait de prendre, je me rappelle même plus des chiffres exacts, là, mais tant de verres par semaine pour les femmes, tant de verres par semaine pour les hommes. Ben, Que c'était correct. ouais, que c'était correct et presque sécuritaire, mais c'est pas le cas finalement. On se rend compte que, ben, finalement, plus tu consommes d'alcool, plus tu vas avoir de risques. C'est ça, une oui, il y avait une corrélation. époque où presque consommer, comme tu dis, quelques verres par semaine, Mhm. on parlait comme de bénéfices, par exemple, à la consommation du Ouais. vin. Oui. Et maintenant, ce qu'ils te disent, c'est que la seule chose dont on est sûr, c'est que plus la consommation augmente, plus il y a de risques. Et Mhm. que non, il n'y a pas de risque zéro. Mais toi, Julie Soleil, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? C'est sûr que, tu sais, plus on va consommer de l'alcool, plus il y a des risques. Il y a Mhm. aussi, tu sais, les risques, je dirais qu'aujourd'hui, il y a pas juste la consommation d'alcool, il y a aussi la polyconsommation, tu sais. Mhm. Pour avoir travaillé, on travaille dans les milieux festifs, on le voit vraiment. Donc, plus on consomme, tu sais, avec l'alcool, il y a beaucoup de risques, par exemple, avec d'autres substances, puis on voit des surdoses ou des choses comme ça. Mais on voit aussi beaucoup, tu sais, d'intoxication aiguë, des comas éthyliques, des transferts tu sais, à l'hôpital, certainement avec des jeunes moins expérimentés ou qui commencent. Ouais. Je dirais que les 20-24 sont ceux qui, dans la population canadienne, sont ceux qui consomment le plus. Tu sais, dans les statistiques, je pense que c'est 84 des Canadiens, là, entre Mhm. 20 et 24. Quand même, quand on voit ça, c'est quand même assez Ben élevé, oui. à 84 et c'est beaucoup ces jeunes-là qu'on voit et ces Mhm. choses-là. Et les risques qu'on voit beaucoup, tu sais, euh, plus de risques d'être victime aussi, violence à caractère sexuel, de se mettre dans des situations des fois où tu sais, on n'arrive pas à s'en sortir. La Mhm. violence aussi agressive, tu sais, les voies de fait, les choses comme ça. De faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire, texter un ex, tu sais. Dépasser C'est ses parce que propres limites. c'est à cause de l'inhibition, tu sais, le fait qu'on se laisse aller un petit peu plus, mais des fois, tu sais, notre comportement change, puis on se laisse un Mhm. peu C'est plus ça. aller, et donc on peut regretter certains comportements le lendemain. Il y en a qui sont moins graves, il y en a qui sont plus graves. Tu sais, on a parlé de la conduite en état d'ébriété. Il y a encore des gens qui le font, beaucoup moins qu'avant. Mais quand même, il y a des gens qui le font. Donc, on prend plus de risques aussi avec l'alcool. L'alcool, c'est une de ces substances-là aussi où le risque est... euh, on- le jugement, tu sais, on commence à avoir... Plus on en consomme, moins on a de jugement par rapport à ça. Et en gang aussi, ça se fait en gang beaucoup, tu sais. Je pense que souvent, on va un peu... Si on a des amis qui consomment seuls, on va commencer à se poser des questions. Tu sais, pourquoi tu fais ça seul ou ces affaires-là? Il y a peut-être un peu plus. Mais quand on, tu sais, en gang, c'est acceptable, tu sais, et tout ça, mais ça nous emporte aussi. Et donc, Oui. ça peut nous, tu sais, nous mettre dans des situations un peu ça. Euh, tu sais, puis je regardais un peu au niveau des différents... tu sais, il y a beaucoup d'accidents de la route, mais des chutes aussi, d'autres types d'accidents au niveau des hospitalisations. Tu sais, casser un bras, se faire mal, des noyades, parce que les gens ils sont moins conscients par rapport à ça. Tu sais. Au niveau de la santé physique aussi, je pense qu'il y a, Mm. il y a de la recherche en masse au niveau des cancers, maladies cardiovasculaires, toutes sortes de différentes choses aussi qui sont en lien avec ça. Donc, comparé à toutes les autres. Puis je pense que la deuxième qui vient, tu sais, c'est les opioïdes là, qui vont... mais tu sais, ça, c'est beaucoup autour des surdoses, autour de pas connaître la pureté, un peu comme on vient de parler. Pas la pureté, la concentration. J'aime pas dire pureté, là, on va dire concentration, là, de savoir les coupes ou les adultérants. C'est moins relié à ça, mais voilà. Mhm. Mais Ouais. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la polyconsommation parce que je me dis, si l'alcool est moins perçu comme une drogue, peut-être que les gens ils sont plus à même de regarder les interactions entre deux drogues illégales Ouais. parce qu'ils vont plus avoir peur alors que par contre ils vont se dire, ben, j'ai consommé de l'alcool, j'ai pas besoin de regarder s'il y a On des le interactions voit. Ouais. avec la drogue que je vais prendre. C'est un peu la même chose avec les médicaments qui ont été prescrits. Tout Peut-être le qu'il temps. va avoir moins le style de... Peut-être que je vais regarder l'interaction Mhm. entre la MDMA et le médicament que m'a prescrit mon médecin la semaine dernière. Ouais, on le voit beaucoup en milieu festif, là, le mélange avec l'alcool qui n'est pas nécessairement considéré. Donc, de prendre un verre avec toute autre consommation, puis
Ben, en fait, je suis pas en train de dire que c'est pas correct de le faire, là. Je veux pas... Puis d'ailleurs, on n'est vraiment pas là pour dire l'alcool, c'est mauvais, puis on veut pas le démoniser non plus, pas là. du tout. On veut juste exposer les deux côtés là, de la médaille. Mais c'est ça, en fait, il faut le prendre en considération parce que, par exemple, souvent, le mix alcool et cocaïne va venir ensemble. Puis, oui, c'est un classique. Puis, ça vient créer une nouvelle molécule dans le corps qui s'appelle du cocaéthylène. Puis, en fait, ça augmente, ça potentialise les effets des deux substances. Puis, tu as un niveau de toxicité qui est plus élevé. Les effets vont durer plus longtemps. Puis ça, c'est pas nécessairement pris en compte par les gens. Mhm. Puis, il y a aussi que la cocaïne, le stimulant, va venir masquer les effets de l'alcool. Puis, la personne peut boire beaucoup, puis pas se rendre compte de à quel point elle est saoule parce que ses repères de à quel point elle est saoule sont basés sur peut-être quand elle consomme pas de coke. Tu sais, la coke, ça peut durer 30 à 40 minutes environ, là. Puis quand ça débarque, bien là, il y a les effets de l'alcool qui augmentent beaucoup. Puis là, ça peut faire un « POC ». Tabarouette! Ouais. Mes 3 buckets rentrent plus. Donc, c'est ça. Puis c'est pas toujours pris en compte. Puis ça, ben cet exemple-là, ben, ça peut augmenter le risque de coma éthylique finalement parce que tu sais pas à quel point l'alcool fait effet sur toi, puis l'alcool reprend le dessus finalement quand la coke part. Ok. C'est comme Certainement, si... c'est ça. Puis souvent, les gens vont continuer. Oui, c'est ça. Mhm. C'est ça, c'est comme ça que, tu sais, ils vont s'entretenir Exact. dans ce comportement-là. Puis quand une substance, ils en ont plus, mais là, à un moment donné, Comme contrebalancer ça les effets contrebalance qu'ils ont. les effets. Mhm. On voit Exact. souvent ça avec aussi, moi, mon autre classique, c'est l'alcool et le cannabis, là, 2 substances légales, il faut en parler aussi. Tu sais, des fois, les gens vont consommer de l'alcool, ils vont être un peu intoxiqués, puis là, ils vont dire « Ah, tiens, on va aller fumer un joint avec mon chum », puis là, tu te rends compte, ouf! Beaucoup de ils sont vomi avec ça, la verts, gang. Beaucoup de vomi. Il faut s'en occuper toute la soirée. Là. Ça, je pense que j'ai géré ça à peu près 1 500 000 fois dans les milieux festifs. Aussi dans d'autres parties avec des amis, partout. Là, c'est vraiment un classique. Je pense que tout le monde qui ont... tu sais, c'est 2 substances qu'on voit plus régulièrement aujourd'hui, mais on le voyait avant. Avant la légalisation, c'était là. Mais je dirais que des fois, les gens, ils se posent pas cette question-là non plus maintenant entre 2 substances légales, là, tu sais, puis les réactions. C'est ça. Quand les substances sont légales, j'ai l'impression que moins on va se poser la question de est-ce qu'il y a des interactions. Oui, d'ailleurs, petit conseil de réduction des méfaits, Oui, ta caillette, let's go. en lien avec le mélange alcool et cannabis. Ben, en fait, l'alcool, c'est un dépresseur, puis ça vient vasodilater, donc ça grossit les vaisseaux sanguins. Si on consomme de l'alcool puis le cannabis ensuite, puisqu'on est vasodilaté, on va absorber plus de cannabis. Puis c'est entre autres pour ça que ça tourne. Comme on disait, là, il y en a beaucoup de ces interventions-là dans les milieux festifs, mais justement, quand on pose la question aux gens, ils ont consommé l'alcool en premier, puis le cannabis en deuxième, il y a plus de chances que ça se passe mieux si on inverse le mélange. Donc, le cannabis en premier, il va être un petit peu moins biodisponible, qu'on appelle. Donc, le corps va en absorber un petit peu moins que lorsqu'on est vasodilaté avec l'alcool en premier. Puis certainement aussi au niveau de l'expérience, tu sais, je pense qu'il faut, tu sais, il y a des personnes qui commencent, qui ont, tu sais, jamais, tu sais, ou qui commencent à fumer, puis commencent à boire, puis ils savent pas trop, tu sais. Donc Ouais, ça, ouais. tu sais, c'est vraiment des informations importantes à dire, tu sais, parce que c'est vraiment pas le fun de passer sa soirée à Non. vomir. Ça peut être puis long. Ça peut être long. Mais de s'assurer aussi d'avoir des amis autour de nous qui peuvent nous Oui, aider. Ou, full. tu sais, de... Ouais. Ouais, c'est ça. Puis la position latérale aussi, si les personnes vomissent, les mettre en position, coucher sur le côté, s'assurer que les voies sont bien pour que... Puis de tout le temps, Full. aller les observer un petit peu, une fois de temps en temps pour s'assurer, parce qu'il y a quand même des décès en lien avec d'avaler son vomi. Donc ça aussi, c'est important. Toutes nos excuses pour la mention des fluides corporels. Ben oui. Ben, c'est la vie. C'est la vie, C'est ça en fait partie. Ça fait partie de ça. Mais du coup, si l'alcool n'est pas moins nocif que les autres substances, d'après vous, quels sont les facteurs qui ont participé et qui continuent de participer à la promotion de la consommation de l'alcool dans notre société? Bien, c'est ça. Moi, j'ai lu un article super intéressant dernièrement en préparation à ce podcast. Un article qui évaluait un peu les différentes croyances qu'on a en lien avec l'alcool pour nous aider un peu à réfléchir à comment on peut intervenir au niveau de la prévention de ces choses-là. Puis, ils ont analysé plusieurs articles, une centaine d'articles à travers le monde occidental.
donc au Canada, États-Unis, l'Europe, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Mhm. Puis ils sont allés voir un peu, tu sais, quelles sont nos croyances par rapport à ça, puis comment ça solidifie un peu nos comportements face à ça, tu sais, puis comment on adopte un comportement. Donc, tu sais, plus notre attitude est favorable ou défavorable, mais notre comportement, on va moins le faire ou plus le faire, tu sais. Donc, tu sais, par exemple, au niveau de nos, tu sais, si on voit ça positivement, notre gang voit ça positivement, c'est introduit un peu comme, tu sais, il va falloir que tu apprennes à Oui, boire, tu sais, parce que, ben, c'est positif, puis c'est comme, tu sais, c'était un peu ça. oui. Ben là, tu sais, on va le faire. Mais si de l'autre côté, on a des amis qui voient ça un peu plus négativement, ou qui le font pas, ou qui font du sport, ou qui sont intéressés à d'autres choses, mais on va le faire moins souvent, tu Mhm. sais. Il y a toute la pression sociale aussi. Ça aussi, c'est un exemple. Tu sais, les perceptions de comment les autres s'attendent à ce que je me comporte et tu sais, et comment les autres se comportent face à ça aussi. Donc, c'était super intéressant de voir un peu comment on se perçoit puis comment on voit ça, tu sais. Euh, Tu sais, au niveau du comportement aussi, on va parler souvent du plaisir, hein, le plaisir de l'alcool, la Ouais. socialisation, tu sais, tout Puis ça. c'est sûr qu'il y en a, parce que s'il n'y avait pas de Ah non, plaisir, mais les c'est gens ne clair. consommeraient pas, tu sais, Non, c'est mais clair. c'est pas la seule Mais chose. c'est pas la seule chose. Son goût aussi, hein, vous le Ouais. savez, les testings, là, Mhm. tu sais, on rentre à sac, essayer ça. Ah, il y a des Ouais. nuances de noisettes, de ci, de ça, tu sais, tu sais, et de tout, tu sais, C'est une c'est une expérience. expérience Toute qu'on une va activité, vivre, c'est comme une tu disais. activité. Tu sais, puis ses effets aussi, tu sais, ça va nous relaxer, ça va nous déstresser, ça va nous aider à socialiser, ça va nous dégêner. Tu sais, ça va agir sur notre comportement pour Mhm. être avec les autres et tout ça. Et ça nous aide aussi à nous intégrer socialement Oui. et Mhm. d'être avec les autres, tu sais. Si la consommation est pas stigmatisée dans un lieu, ben les gens vont le faire, ça va se le faire. Si de l'autre côté, au travail, par exemple, de rentrer au travail sous ou, tu sais, en consommation, c'est pas la norme, c'est pas acceptable. Mais si après le souper, je veux dire après le travail, Mhm. on va dans un 5 à 7 toute la gang, mais on va ensemble, tu On sais. a comme Tu sais, c'est des comme scripts sociaux autour de ça. vraiment, tout autour de ça. Puis aussi, il y avait beaucoup au niveau, dans les études qui parlaient au niveau des effets bénéfiques. Tu sais. On parlait peut-être que là, ça commence à changer ces perceptions-là, mais je dirais que les personnes plus âgées vont voir ça comme le vin rouge, c'est bon Mm. pour la santé parce que ça va m'aider, tu sais, ça va, donc c'est assez Mhm. spécial, tu sais, au niveau des différents éléments que ça peut faire par rapport à ça. Puis on voit ça souvent aussi par rapport à le dernier aspect qui parlait, c'est au niveau de la consommation normale comparé à la consommation Mhm. problématique. Puis ça, Mhm. je trouvais ça vraiment intéressant parce que la consommation normale est vue comme le contrôle. Mhm. Ouais. Donc, on contrôle notre consommation, mais peu importe c'est quoi le contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est sans risque, mais on contrôle. Puis la consommation problématique, c'est la perte de contrôle. Mhm. Donc, tu sais, c'est comme si, comment de voir ça et ceux, tu sais, qui parlent, ben ça, c'est une consommation problématique quand quelqu'un, ben, se met à vomir ou, tu sais, est plus capable de gérer sa consommation et ces affaires-là. Donc, c'est quand même super intéressant comme article de Mhm. voir un peu nos perceptions puis nos croyances face à ça. Parce que c'est clair que ça a un impact sur notre Ben oui. façon d'agir en société par rapport à ça. Et si on peut se questionner là-dessus, mais ça peut amener vraiment des réflexions super intéressantes Mhm. par Mhm. rapport à, tu sais, comme on disait, c'est pas de pas le faire, mais c'est peut-être qu'on pourrait De penser à réfléchir. ces choses-là Oui, c'est aussi, ça, c'est qui super sont intéressant. importantes. Puis, je trouve ça intéressant quand tu parles de un peu de performance sociale, là, tu sais. Mhm, Donc, tout dans à fait. des contextes sociaux où on est un peu plus gêné ou c'est ça. Donc, ça peut être utilisé pour ça. Puis aussi en performance sexuelle, ça peut Oh être utilisé, yes! tu sais, pour se déjeuner, avoir du sexe avec des nouvelles personnes, essayer des nouvelles choses. Mhm, Donc, oser un peu plus. tout à fait. Exact. Je pense que je dirais aussi qu'un des gros facteurs qui joue actuellement, ben, c'est le fait que ce soit légal. Oui. Il y a beaucoup de Euh, promotions aussi, là. Beaucoup de La promotions. carte Beaucoup. Inspire. On n'a pas encore Ouais, ça à la SAQ, SQDC. c'est vrai. Qu'est-ce que La vous carte pensez de la Respire. promotion de l'alcool à la SAQ? Ça fonctionne, je Ça pense. fonctionne très fonctionne, ouais. bien. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, moi, j'ai vu l'évolution aussi pas mal, tu sais. Je Mm. dirais qu'il y a, tu sais, il y a 30 ans, quand j'avais 20 ans,
sais, il y avait quand même... Il n'y avait pas de carte Inspire, il n'y avait pas autant de promotions, tu sais, il n'y avait pas autant de sélection non plus, tu sais. Les sacs, c'était des sacs, tu sais. Il n'y avait pas sac sélection sexy, puis tu sais, il n'y avait pas tant de mise sur des produits plus sophistiqués, beaux et des... Ah, puis tu sais, il y en a maintenant, c'est à bas prix, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des sections, il y a toutes sortes de choses, tu sais. Petit prix. Petit prix, oui, c'est ça. Là, je suis comme... Puis là, les saveurs, tu sais, puis les sortes, puis les ci, puis tu sais, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Tu sais, la carte Inspire, mais ça fait en sorte qu'ils savent qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on aime. On se fait envoyer des courriels. Si on a le app, mais on se fait proposer des affaires. Il y a quelqu'un dès qu'on rentre à la SAQ qui nous propose peut-être de goûter à quelque chose. Il y a des places dans les sélections où tu peux goûter à certains vins. Tu peux sortir avec 25 bouteilles si tu veux. Il n'y a pas de contrôle sur le nombre de bouteilles que tu peux prendre. L'extérieur, c'est tout plein de posters. Et c'est toujours très... C'est très socialement, c'est toujours convivial, le fun. Il pousse vraiment quelque chose comme c'est plaisant. C'est comme quand je vais... Maintenant, là, quand je vais au métro, par exemple, ou peu importe, je veux pas... Toutes les épiceries, là, c'est comme ça, là, mais... tu vois que la bière, maintenant, là, les millions de sortes de bières, mais elles sont toutes super belles, les canettes, le look, il y a un très attrait important. visuel, puis tu as un certain, je sais pas comment le verbaliser, mais c'est fancy, tu sais, un aspect fancy à comme, la belle bouteille qui coûte super cher et tout, donc... Les collectionner aussi, il y en a qui collectionnent ça. Tu as un certain prestige qui peut venir avec ça. Puis, je trouve que la promotion de l'alcool, comme c'est fait à la SAQ, ça me fait penser à un continuum. D'un côté, il y aurait la banalisation puis la promotion. Puis, de l'autre bord, on aurait la prohibition, finalement. Avec les autres drogues, on est surtout dans la prohibition. Mais avec l'alcool, on est vraiment dans la banalisation puis dans la promotion. Donc, on encourage les gens à en consommer. Puis je dirais la glorification. Même, oui, la glorification. Fois, c'est vraiment parce qu'on l'associe à vraiment, tu sais, on en parlait, il n'y a pas un film, une émission de télé, une affaire que c'est là-dedans, ça fait partie de... Il y a toujours... Quand quelque chose de succès se passe, il y a un verre. Quand il y a quelque chose de triste, il y a un verre. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a beaucoup d'occasions pour boire. Il y a beaucoup d'occasions pour boire. Mais comme tu dis, c'est une glorification parce que ça va être comme plus associé à quelque chose de joyeux, des gens qui ont... plein de personnalités qui sont très vivants ou alors très culturelles aussi, parce que par exemple en France il y a vraiment la culture du vin, donc tu vas apprendre à goûter le vin. Quelqu'un qui sait en parler et qui comme retient les différents goûts qu'il y a dans le vin, c'est très bien vu socialement parce que c'est comme quelqu'un qui a beaucoup de culture. Comme les sommelières, est-ce qu'on aurait les sommelières de la cocaïne par exemple? C'est comme notre exemple. Mais il y a des gens qui font ça maintenant pour l'eau, c'est drôle. À Los Angeles ils font ça pour l'eau. C'est le fun fact du jour, c'est que tu peux aller à des endroits qui te font goûter les différents types d'eau. Pas pire. On pourrait avoir des sommeliers qui nous parlent des arômes de pétrole dans la coke. Oui, exact. mais oui, en Ou effet, les sortes de coupes. Les sortes de coupes. Mais en effet, vous avez touché à un point, c'est qu'il y a de la promotion à la SAQ, mais il y en a aussi beaucoup dans les médias. Donc dans l'introduction, peut-être que vous avez pu comprendre, mais on a fait une référence aux recettes pompettes. Mais il y en a plein d'autres qui font ça aussi et qui représentent l'alcool, souvent dans des contextes très festifs et joyeux. Il y a l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec, a publié en 2022 un rapport qui est intitulé « L'exposition et le placement des produits alcooliques dans 3 émissions de télé-réalité au Québec, enjeux et pistes de réflexion ». Et ils ont trouvé, c'était assez intéressant, que la consommation d'alcool et les placements de produits de ce type-là sont présents dans au moins 85% des épisodes d'Occupation double, de L'amour est dans le pré et de Big Brother Célébrité. Donc, surprenant. C'est pas surprenant, non. Toutes les grandes occasions, les grands jeux, ils sont autour de ces consommations-là. Et du coup, j'aimerais vraiment inviter le public, vous l'audience, à prendre une petite pause de quelques minutes et à essayer de trouver des noms d'émissions où est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a beaucoup de représentation d'alcool. Peut-être aussi de trouver des émissions où il n'y en a pas. Et je pense que vous allez voir qu'il y a... Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, je pense que tout le monde en parle. Ouais. Ils ont des verres d'eau. Aussi. Aussi. Réduction, maintenant. Oui.
Mais du coup, je pense qu'un dernier aspect super important, ce serait aussi de regarder plus au caractère historique qui a construit comme les différences entre l'alcool et les autres drogues, parce que c'est vrai que l'alcool, maintenant, elle est promue, alors que les autres drogues, parfois, sont pas mal stigmatisées. Et j'aimerais bien qu'on se penche sur le côté historique qui a amené à cette différence-là. Ben, je pense que, tu sais, il faut retourner dans le passé lointain un peu. Tu sais, au niveau des années 1800 et tout ça, on était vraiment dans la grande colonisation de l'Amérique. Et donc, beaucoup de gens de l'Europe venaient ici. Ils ont apporté, bien sûr, leur type de consommation qu'ils aimaient. Et donc, l'alcool faisait partie de ça. Mais les gens, soit les personnes qui vivaient ici ou certainement les Autochtones de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud avaient d'autres pratiques, que ce soit la feuille de coca, par exemple, au niveau des Incas, que ce Mhm. soit le cannabis au niveau du Mexique et tout ça, ou d'autres substances, le tabac, par exemple, ou Mhm. d'autres éléments comme ça ont été beaucoup plus, tu sais, puis par exemple, les Chinois aussi qui sont venus construire nos chemins de fer, hein, ils Oui. sont venus ici, donc ils ont amené leur opium. Les autres communautés venaient, mais plus les anglo-saxons, protestants, voulaient repousser un peu ces communautés-là, se sentaient envahis aussi au niveau de leur job, au niveau de leur travail. Donc, tu sais, c'est devenu beaucoup ça, avec certainement les Chinois quand ils sont arrivés dans l'Ouest canadien. Autant au niveau du Canada qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments qui se sont passés entre la Chine, les États-Unis, la Chine et le Canada par rapport à ça. Et les Chinois ont été vraiment ostracisés et mis de côté. Et on voulait le faire tu sais, en rendant illicite un peu leur lieu et leurs affaires. Tu sais, les jeunes femmes blanches fréquentaient aussi ces endroits-là. Ils n'aimaient pas trop ça, ce mélange-là. Avant les jeunes, c'était les femmes blanches qui étaient, tu sais, Mhm. le cible tu sais, de la protection qu'on devait protéger et tous ces éléments-là. C'est vrai. Et donc, c'était vraiment, tu sais, tout ce phénomène-là. Donc, c'était pas au niveau de, ah, c'est dangereux pour la santé, ça a ci, ça a ça, mais c'était plus au niveau, autant pour le cannabis aussi, qui est arrivé plus tard dans les années 30 et tout ça, avec les jazzman ou, tu sais, les gens qui amenaient ça des Caraïbes ou les Mexicains qui venaient travailler, puis après une grande journée de 12 heures dans le champ, ben, ils fumaient un joint pour se relaxer, là. Mais ils ont été hyper vilifiés et tout ça. Et c'est vraiment au niveau du racisme, au niveau de vouloir ostraciser des communautés, à les rendre Mhm. les plus méchants et les plus violents possibles. Ça va loin. Et ça, ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui... Et les lois, veut pas, se sont mis tu sais, en lien avec ça. Tu sais, au Canada, notre loi sur les opiacés et l'opium, qui étaient les substances qui ont été criminalisées à l'époque dans la loi. Mais tu sais, au Canada, ça a été adopté sans que personne dise rien. Et c'est vraiment le sous-ministre du Travail Mm. qui a mis ça en place, qui a fait ses enquêtes, qui a dit que, tu sais, euh, que, tu sais, quand on lit la loi, elle ne peut être pas plus raciste que ça. Tu sais, vraiment, les Ouais. Chinois sont nommés, la face, tout est nommé là-dedans. Mhm. Et après ça, pour les conventions internationales et tout ça, c'est les ministres du Travail qui allaient défendre un peu tu sais, ces lois-là. Donc, au Canada, on s'est pas mis à voir ça comme un problème de santé Mhm. avant très long, tu sais, plus longtemps et tout ça. Et donc, tu sais, l'alcool, de l'autre côté, mais étant donné que c'était, je dirais qu'il y a une partie tu sais, des anglo-saxons blancs qui, eux, c'était puritains. L'alcool était aussi vilifié. Beaucoup, c'est là où vient la prohibition comme Mhm. telle, là, tu sais, quand on le met sur les autres substances, mais la prohibition de l'alcool, c'était très fort chez ces individus-là. Grande croyance. C'est sûr que ça amenait plein de choses au niveau des hommes qui battaient leurs femmes, qui ramenaient pas de l'argent, qui passaient leur temps dans les tavernes. Les femmes n'avaient pas le droit d'être là. Tu sais, il y avait vraiment beaucoup de problématiques qui étaient liées, comme on a nommé tantôt. Hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le voyait, mais il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien qui se faisait à cette époque-là. Et donc, c'est les femmes qui ont commencé les groupes de tempérance pour vraiment essayer d'arrêter la consommation d'alcool et tout ça parce que ben, elles étaient tannées
Puis elle voulait des changements, tu sais. Oui. Mais, tu sais, l'alcool, finalement, a été un peu prohibé. Mais certainement, c'est les catholiques comme les Québécois et les Italiens, les Irlandais ou d'autres communautés. Mais l'alcool était tellement ancré dans notre culture que ben, ça n'a pas tant fonctionné. Au Québec, ça n'a pas tant fonctionné non plus. Tu sais, on est allé vers les commissions des liqueurs, Mhm. on a mis des contrôles. Tu sais, l'alcool, ben, on avait le vin, la bière, modération. Tu sais, on misait un peu plus sur ce genre de choses-là. Tandis qu'aux États-Unis, ça durait un petit peu plus longtemps. Je pense que l'île du Prince-Édouard, c'est, je pense que en 1947 que la prohibition de l'alcool a tombé. Après ça, il y avait quelques villes, tu sais, quelques endroits, il y a encore des États aux États-Unis où il y a une prohibition, des choses comme ça. Nous, il reste une ville au Québec, qui est Saint-Lambert, qui encore aujourd'hui, dans leurs élections, vont pas avoir de bar. Ils ont des sacs, des choses comme ça, mais aucun bar. Mm. Tu sais, donc, c'est la dernière ville au Québec qui n'a pas de bar. Mhm. Donc, dans les restaurants, il y a une sac, il y a des dépanneurs, tu peux en acheter, mais Mm. étant résidente de Saint-Lambert, Mm. ça a toujours été un grand débat. Mais tu sais, on voit que ça change beaucoup, les mœurs se changent Ouais. et tous Puis, ces éléments-là. on peut voir les bars comme des lieux de consommation supervisée aussi. Clairement, ben C'est oui. la personne qui est au bar peut pas te vendre d'alcool si tu es visiblement trop intoxiqué. Il y a de la sécurité. Donc, c'est un peu ça aussi. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de gens qui font la différence, tu sais, qui vont mettre ça en parallèle avec ce qui se passe au niveau de la crise, au niveau des surdoses qu'on est en train de vivre au Canada. Tu sais. Il y a quand même 22 personnes par jour qui décèdent. Tu sais. Tu sais, de faire un parallèle en disant, bien, il y a des lieux pour l'alcool, mais pour les gens qui ont décidé de consommer une autre substance et qui continuent à vouloir la consommer, mais on a de la misère à leur donner des lieux où ils peuvent Ouais. le faire en sécurité, tu sais. Mhm. Et on le fait pas pour presque aucune autre substance. On le fait même pas pour le cannabis, là. Le Non. cannabis, on peut pas le... Tu sais, il y a pas de lieu autre que chez nous ou sur certains endroits privés où on décide que c'est correct de le faire, là. Oui, puis pourtant, c'est tellement une belle façon de diminuer les surdoses reliées à une substance. Puis c'est d'ailleurs ce que la légalisation des drogues pourrait apporter. Donc, de briser les stigmas le plus possible, et d'encadrer la production, d'ouvrir la discussion sur la consommation tout court, ce qui ferait que les gens s'isoleraient moins avec ça. Puis, ben, les études le montrent que la légalisation, ben, ça diminue le risque, le nombre de surdoses. C'est ça, Ouais. donc je pense que ça, c'est un des points positifs qu'on peut voir Ouais. avec l'acceptabilité sociale de l'alcool. Mhm. Comme tu le dis, en effet, on va avoir des bars qui peuvent servir comme des sites de consommation supervisés. Ouais. Puis je pense qu'on en a parlé un petit peu avant, c'est le fait que tu peux en parler plus facilement. Donc il y a des fois plus d'éducation, alors plus d'ouverture au niveau de la famille et des amis, donc plus de trip selling. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects positifs que vous voyez à ça? Bien, il y a plus de demandes d'aide aussi. Moi, je pense que c'est une des choses qu'on voit au niveau autant de la décriminalisation ou la légalisation, c'est que les gens vont en parler plus. Donc, quand la légalisation du cannabis, par exemple, est arrivée, les gens avaient moins peur d'en parler à leur Ouais. médecin, avaient moins peur d'appeler Centre Poison ou d'appeler l'ambulance, ou tu sais, d'appeler ou de s'informer le 811. On a vu vraiment une hausse, tu sais, Ouais. parce que les gens vont demander. Pas tout le monde, mais on voit vraiment, et ça devient un peu moins stigmatisé, Ouais. on devient moins marginalisé. Ouais. Tu sais, on peut en parler. Tu sais. C'est sûr, ça dépend d'une personne à l'autre et ces Ouais. choses-là, mais on voit vraiment, et au niveau de la santé des personnes aussi, on voit vraiment un changement quand la légalisation arrive, Ouais. où la personne peut être suivie, peut avoir un produit qui est non frelaté ou coupé. Hein? Ouais. Parce que ça, vraiment, là, c'est qu'est-ce qui est le plus haut risque, c'est à chaque fois qu'on consomme une substance qui est non contrôlée, c'est Ouais. qu'on prend le risque, tu sais, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on prend. Tu sais. C'est vraiment ça. Tu sais. Puis on le voit dans le milieu festif, des fois, ça va, c'est correct, là, les gens s'amusent, mais d'autres fois, on voit, ouf, il y a comme une gang, puis là, on se rend compte qu'il y a une batch où il y a quelque chose qui se passe, puis on se fait, oh, OK, on ne le sait pas trop. Tu sais. Puis ça peut être aussi au niveau de la concentration. Des fois, il n'y a même pas de coupe parce qu'on fait de l'analyse. Des fois, il n'y a pas de coupe. Mais on se rend compte que c'est la concentration qui a changé. Si on est habitué à utiliser une cocaïne, par exemple, à 40 %,
puis 2 semaines plus tard, elle est à 80, bien, c'est 40% de plus que qu'est-ce que tu es habitué de prendre, puis tu prends la même quantité, ça veut dire que tu vas avoir un effet beaucoup plus... tu sais, et là, les gens, ça va À vraiment 100%. changer. Donc, c'est important aussi. Donc, c'est pas toujours évident, mais quand on le sait, qu'est-ce qu'on prend, au moins, on peut se dire, Tu peux te OK, préparer tu puis peux te faire préparer, tu peux planifier une ta ligne à moitié plus soirée. petite. C'est ça, exact. Oui, exact. Mais en effet, du coup, c'est vrai qu'on a parlé comme des aspects négatifs de la promotion de la consommation de l'alcool. C'est vrai que du coup, on aimerait éviter à tomber dans la promotion, mais le fait que ce soit accepté socialement, ça apporte aussi beaucoup Ouais, d'aspects positifs. 100%. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Julie Soleil, et je pense que Mélissa, peut-être que tu pourras nous en parler, je suis pas sûre. Avec la légalisation, il y a plus de demandes d'aide. Est-ce que vous trouvez que le fait que l'alcool soit autant banalisé, des fois les personnes vont se sentir moins légitimes à demander de l'aide ou parfois même pas voir qu'elles ont envie ou besoin de demander de l'aide? Oui, tout à fait. Moi, je Absolument. pense que oui, absolument, parce que c'est vraiment dans le sens de comment on voit ça. Puis on le voit même pas comme problématique. Mhm. Mais tu sais, quand on se met à réfléchir, puis on regarde, OK, est-ce que j'ai, tu sais, est-ce que j'ai pris plus que 5 consommations dans une même période, une fois cette semaine? Parce que c'est ça, tu sais, c'est quand même, c'est beaucoup. Ça, on est rendu pour certaines personnes quand même dans une tout dépendant c'est quoi que tu as pris. Oui. Mais tu sais, si tu fais ça plusieurs fois, puis si, moi, j'entends souvent du monde faire il y en a qui boivent beaucoup plus que ça, là, hein, on s'entend. Ça, c'est une bouteille de vin, mais il y en a qui en boivent plus que ça, tu sais. Et puis on le sait pas, tu sais, dans une soirée arrosée, tous ces éléments-là. Donc, je pense que les gens, est-ce que quelque chose s'est passé? Tu sais, de voir un peu c'est quoi les signes, puis c'est quoi qui fait en sorte qu'il est problématique ou pas. Oui. Puis jusqu'à quelle hauteur c'est problématique. Parce que quand ça arrive, par exemple, à dire, moi, souvent, les gens sautent tout de suite à la dépendance. Mais tu sais, avant la dépendance, il y a tellement d'autres Ben oui. choses. Puis même rendu là, la dépendance avec l'alcool, il y a plusieurs types de dépendance aussi. Il y en a tellement. Ouais. Avoir besoin de boire à tous les jours pour consommer, pour fonctionner, avoir besoin de boire à chaque fois que je sors parce que sinon je trouve ça Ouais. plate. Il y a de la dépendance occasionnelle, donc de boire la fin de semaine, mais pas la semaine. Fait que ça peut prendre plusieurs formes, la dépendance. Finalement, ça veut pas dire que tu t'en vas travailler avec ton 40 onces dans ton C'est sac à sûr. dos tout le temps. là. Non, c'est ça. Puis les gens, ils savent même pas que, tu sais, comme la dépendance peut être vue, tu sais, on peut aussi être plus, tu sais, est-ce qu'on a une consommation plus modérée, plus abusive? Ouais, on Tu a sais, des toutes fois, nos à propres chaque limites fois aussi. qu'on sort, mais Ouais. on boit jusqu'à, tu sais, Ouais, tu sais, exact. on est debout pendant 2 jours, ou est-ce que, ben finalement, tu sais, à chaque fois que je bois 1 ou 2 verres avec Ben mes oui. amis, puis tu sais, il y a vraiment, ça dépend des modèles, il y a C'est une toutes balance sortes. de coût-bénéfice aussi. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte de consommer? Puis, qu'est-ce que ça m'enlève? Puis, c'est la décision qu'on prend par rapport à cette balance-là. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Puis on se rend pas compte qu'il y a des bénéfices. Puis des fois, tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça a l'air tellement plus petit que qu'est-ce que ça m'apporte pas. Mais c'est lui qui pèse le plus. Tu sais, Oui. c'est lui qui est le plus important. C'est Exact. l'élément bénéfique. Malgré qu'il y a plein de choses qui se passent de l'autre côté, Mm. les gens vont continuer parce que c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, des fois, tantôt, on parlait, tu sais, il faut vraiment regarder. Il y a la substance. Tu sais, Ouais. on parle d'alcool, on parle de la substance, mais il faut aussi voir tous les autres éléments autour de nous. Tu sais. Y a-t-il des choses, tu sais, notre mode de consommation, où est-ce qu'on consomme, avec qui on consomme, C'est quel quoi le lieu, contexte? c'est quoi le contexte de ça. Puis aussi, nous, comme personnes, tu sais, est-ce qu'on l'utilise parce que, tu sais, c'est pour atténuer des maux C'est quoi le besoin qu'on va physiques, combler mentaux? là-dedans? Est-ce qu'on comble quelque chose? Puis Ouais. c'est quoi au niveau de nous, tu sais? Je pense que c'est important d'analyser ça et c'est là qu'on voit des fois que c'est pas toujours évident. Ça, les gens, ils s'en rendent pas nécessairement compte. Tu sais. On peut être longtemps, tu sais, dans le processus de changement, dans la pré-contemplation, donc de même pas savoir qu'on a un problème. Tu sais, on le nie même pas, on le sait même pas. Tu sais. On est là, tu sais, on peut peut-être réaliser des fois qu'il y a des choses, mais tu sais, on dit « Ah, j'ai un lendemain de veille, ah, c'est pas grave. » Tu sais. On va minimiser aussi ces éléments-là beaucoup. Tu sais. On va se dire « Ça fait partie Puis je de la pense game. » que pour répondre à la question, en Oui, est-ce que fait, tu vois ça sur le terrain des fois? c'est dur à dire, mais je le vois surtout en société en général, tu sais, de se comparer aux autres. Fait que puisque c'est accepté socialement, ben les gens, tu sais, si t'as beaucoup de personnes autour de toi qui boivent leur verre de vin à chaque soir, ben tu peux te demander, hey, est-ce que ma consommation est correcte? Te dire, ah ben non, mes proches, ils boivent un verre à chaque jour. Fait que ça doit être correct. Fait que
tout ça, de te comparer aux habitudes des autres, ça peut jouer sur ta perception aussi. Moi, je pense qu'il y a une autre affaire qu'on parle. Tu sais, on le sait qu'on était dans le mois sans alcool. Ouais. C'est vrai. Parce qu'on, je ne sais pas s'ils savent à quelle date qu'on enregistre ce balado, mais Oui. on était dans le mois sans alcool, tu sais. Puis je pense que pendant longtemps, il n'y avait pas ces genres de choses-là au niveau de la sobriété ou au niveau de prendre des breaks puis des choses comme ça, tu sais. Puis pour l'avoir fait à quelques reprises et le fait avec, tu sais, avec des amis, je pense qu'on se rend compte aussi que à quelle hauteur ça a de l'importance dans notre vie. Tu sais, parce que si on se dit, ben, on soupe, on fait ci, le vin, on prend un petit cocktail, tu sais. C'est par habitude Hey, on aussi, n'a des pas fois. parlé de ça, mais les cocktails aujourd'hui, c'est quelque chose, là. Tu sais, c'est rendu hyper sophistiqué. Ouais, vrai. Et tout ça, là. Mais, tu sais, de savoir que ça fait partie intégrante de la vie, autant familiale, sociale, sortie, restaurant et tout ça. Tu sais, quand tu décides de pas le faire pour un certain... Là, tu te rends compte, À chaque fois que tu penses que que tu t'en prenais un penses, par habitude, ben ben ouais, là, tu y penses. Puis là, tu tu y deviens penses, puis là, tu conscient de deviens ça. très conscient Ouais. de ton habitude que tu as. Puis je pense que ça l'aide à changer un peu nos perceptions puis nos comportements, ça, de prendre le temps de le faire une fois de temps en temps. C'est pas obligé d'être tout le mois, tu sais, s'il y en a qui se disent, bon, regarde, on va essayer ça cette semaine. Tu sais, comment, tu sais, quand on se dit, Ouais. commence par des petits pas, ben vas-y, tu sais, fais une semaine, essaye, ou fais 2 semaines, puis regarde, Ben ou oui. fais-les la journée où tu le fais le plus souvent, parce que pour moi, tu sais, c'était mon vendredi soir, c'était lui qui me portait le craving le plus haut, tu sais. Puis là, je me rendais compte que, parce que le vendredi, c'est la fin de ma semaine, c'est là que j'aimais vraiment Ouais. prendre mon verre de vin à la Ouais. fin de la semaine. Ça, tu sais, quand je le faisais pas, là, j'étais comme, OK, je fais quoi d'autre? Tu sais, là, il fallait que Ouais, je c'est trouve sûr. d'autres choses à faire. Donc, c'est un peu ça, mais à un moment donné, tu fais, ah, OK, tu le réalises, puis voilà, tu sais. Mais je trouve que ça, c'est des, tu sais, c'est des belles petites choses à essayer, des fois, pour réfléchir un peu à notre... Des petits ouais, tests. des petits tests. Et avec les constats qu'on a apportés pendant l'épisode, donc par exemple que l'alcool n'était pas forcément moins nocive, qu'il y a plein de facteurs qui ont amené au fait qu'elle soit autant acceptée dans la société, est-ce que vous trouvez qu'il y a des incohérences dans la loi ou dans le système de santé, dans la façon qu'on va traiter l'alcool comparé aux autres substances? Oui, ben en fait, l'alcool est légal puis pas les autres, à part le cannabis. Ben déjà ça, de faire qu'une drogue qui est pas nécessairement moins risquée que les autres est légale, mais pas les autres, en fait, juste ça, c'est incohérent, je trouve, parce que ça fait qu'il y a plus de surdoses reliées aux autres substances. Puis, même, on peut le comparer avec une autre drogue légale qui est le cannabis. Là. Juste la façon de le vendre n'est pas pareille. L'âge pour acheter du cannabis, c'est pas le même. C'est 21 ans. L'alcool, c'est 18. Puis, pourquoi? On le sait pas vraiment. En fait, dans le projet de loi là, qui encadre la vente du cannabis, on compte 36 fois le mot santé puis 12 fois le mot prévention. Tandis que dans le projet de loi sur la vente d'alcool, on n'a jamais ces mots-là. Jamais. Puis, c'est vraiment pas vendu dans le même optique non plus. Oui, puis ça m'apporte l'autre affaire qui me fait réfléchir au niveau de la loi sur le cannabis, c'est qu'on a quand même gagné quelque chose de grand là-dedans, c'est que 51% des profits vont pour la recherche, prévention, réduction des méfaits, traitement et tout ça. Hein. Il y a comme un fonds qui a été créé, mais on n'a pas ça pour de la SAC, de la vente de la SAC. Exact. Très peu d'argent est mis en prévention. Puis si elle l'est, on ne sait pas trop où elle va et tout ça, tu sais. Puis c'est la même chose pour d'autres, tu sais, autant le tabac qui est légal, l'Auto-Québec aussi, on ne voit pas d'argent qui descend là-dedans. Donc, tu sais, ça, c'est au moins, il y a un investissement au niveau du cannabis, mais on voit qu'au niveau de l'alcool, on ne considère même pas ce genre de choses-là. Et on l'a dit tantôt, c'est quand même beaucoup d'argent. Au niveau des méfaits, tu sais, c'est quand même 14,6 milliards de dollars, tu sais, pour les méfaits. Puis, ça serait le fun qu'il y en ait une partie de qu'est-ce qu'on achète des profits qui seraient réinvestis en santé. Oui, à 100%. Et je pense qu'un autre point que tu m'avais amené lorsqu'on avait eu une conversation avant l'épisode, c'était que pour la création de la loi, il y avait eu pas mal de personnes des milieux de la santé publique ou des organismes communautaires qui avaient été invités pour commencer à rédiger ce projet-là, alors que par contre, c'était pas la même chose qui s'est passé pour l'alcool. Là, c'était plus des gens de l'industrie de l'alcool qui étaient venus.
Oui, puis les deux lois, tu sais, quand que la loi sur l'alcool, elle a changé la dernière fois, la légalisation du cannabis arrivait, ça, tu sais, l'industrie était complètement en dehors, et elle n'était même pas invitée, elle devait pas être là au niveau du cannabis. C'était que des gens de la santé publique, des organismes communautaires, de la recherche, des gens qui étaient considérés au niveau de créer cette loi-là. Puis on a participé avec le gouvernement du Québec à cette époque-là. Mais au niveau de l'alcool, on voyait que c'était vraiment l'industrie, puis on enlevait, si vous regardez la loi sur l'alcool, à peu près tous les articles, il y en a tellement qui ont été abrogés, mais c'est l'industrie qui est là, tu sais. Puis je pense qu'il y avait Éduc-Alcool, Jean-Sébastien Fallu et quelques autres personnes qui étaient là pour essayer de miser sur un peu plus de formation, de prévention et de choses Mhm. comme ça, mais rien dans la loi elle a changé Mhm. ou a été mis de côté pour ce genre de choses-là. Et donc, c'est un peu triste quand on voit ça, tu sais, étant donné qu'on voit que de tout ce qu'on parle aujourd'hui, quand même, que l'alcool apporte son lot de risques et son lot de méfaits. Et, tu sais, il y a du travail à faire au niveau de l'éducation aussi, puis au niveau de la prévention, puis de la sensibilisation, tu sais, par rapport Ouais. à ça. Puis ça ne veut pas dire que si on a ces produits-là, que, tu sais, on ne peut pas le faire de façon, tu sais, tu sais, plus éclairée, avec Mhm. plus d'informations, de Ben diminuer oui. les risques, diminuer les coûts, pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas avoir plus de plaisir C'est ça. et de s'assurer que les gens le font, tu sais, en mieux planifiant leur soirée, en sachant qu'il y a tu sais, ces éléments-là, et de Mhm. réfléchir et d'en parler entre nous, tu sais. Ça ne veut Mhm. pas dire que ça va tout disparaître, ça va être encore là, mais peut-être qu'on pourra agir sur des éléments, puis sauver des vies aussi. Oui. Exactement. Ouais, je pense que c'est important d'appuyer ce qu'avait dit Mélissa avant, c'est que on n'est pas là pour diaboliser l'alcool, Mm-mm. mais plus pour parler peut-être des risques qu'il peut y avoir avec la promotion d'une consommation d'une substance particulière. Donc oui, je pense que notre dernière question, ça va être plus de regarder au niveau des approches de prévention. Est-ce qu'il y a des défis sur le terrain au niveau de la prévention des risques liés avec l'alcool? Oui, ben en fait, j'aimerais ça parler de la différence là, entre les interventions par rapport à l'alcool puis par rapport aux autres drogues qui sont moins légales. Ben pas légales en fait. On a un travail de déconstruction à faire avec l'alcool pour conscientiser les gens au fait que c'est aussi une substance qui a aussi ses risques, puis que ça vaut la peine de les prendre en compte, ces risques-là, puis de prendre en compte l'alcool dans nos mélanges et tout. Puis il faut défaire ce mur-là avant de réussir à intervenir puis que ce soit efficace. Puis, à l'inverse, quand les gens ont consommé d'autres substances qui sont pas légales, ben le mur qui est à défaire, c'est la peur du jugement puis la stigmatisation parce que les gens ont tendance à se fermer. Ça se voit, là, on devient quand même bon et bonne à repérer certains signes et symptômes, si on veut, d'une consommation d'une autre drogue. Puis, tu sais, on le sait au fond de nous que la personne a sûrement consommé telle ou telle drogue. Les gens peuvent être gênés de nous le dire, puis pas oser s'ouvrir sur cette consommation-là parce qu'ils sont habitués à ce qu'on dise non, c'est pas bon pour toi, fais pas ça, ta vie est sans dessus-dessous si tu fais une traque de coke. Je fais beaucoup allusion à la coke aujourd'hui. Oui, ça a commencé avec Ça a ça, hein? commencé avec ça, ça a mis la table. C'est ça, fait qu'il faut défaire ce mur-là, puis montrer aux gens qu'on est là pour les aider sans juger, puis qu'on... C'est ça, on n'est pas là pour les juger, puis que personnellement, au grip, par exemple, on voit toutes les drogues sur un même continuum, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Enlever cette peur du jugement-là pour que les gens puissent s'ouvrir puis nous parler, puis après, c'est beaucoup plus facile d'intervenir avec eux. Donc, voilà, on Oui, puis ça, travaille tu fort. sais, c'est l'intervention au niveau du, tu sais, du transfert des connaissances, tu sais, au Oui. niveau de la sensibilisation, tu sais. Puis quand on arrive aussi en milieu festif pour l'avoir fait dans d'autres types d'actions, que ça soit, tu sais, au niveau de s'occuper de certaines personnes qui sont qui ont consommé, qui sont intoxiquées, tu sais, de reconnaître les signes et les symptômes, quand ça va pas, quand ça Ouais. va, quoi faire un peu, tout ça aussi, c'est bien important, tu sais, au niveau de ces éléments-là, au niveau de l'analyse de substances, par exemple, qui se Ouais, fait full. aussi, hein. Ça, c'est un autre type de connaissance aussi, de transfert de ces choses-là et de s'assurer. Tu sais, donc, il y a plein de choses qui se passent, tu sais, au niveau à différents niveaux. Tu sais, je pense qu'il y a des projets aussi au niveau de l'intoxication, violence à caractère sexuel. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire au niveau de ça, à différents niveaux, avec différents types
sais, on peut faire de l'intervention plus dans les Mhm. écoles, Ouais. avec tu sais, des plus jeunes, des moins jeunes, puis tu sais, on peut parler de substances et des choses comme ça. Donc, mais il faut le faire. Puis tu as Ouais. raison de dire que tu sais, c'est pas illégal d'en Ouais. parler. Mais non, pas du Parlons-en tout. Puis les des gens sont drogues, tu tellement sais. surpris par Oui, l'approche du GRIP. ouais. Tu sais, je pense à des interventions que j'ai faites, par exemple à Hillsonic, où je voyais Mhm. des gens qui se faisaient des lignes de coke à côté d'un arbre un peu caché, puis là, ben, ils faisaient ça avec des billes, mettons. Ouais. Puis là, moi, je suis arrivée, puis j'ai dit « Allô » avec mon chandail du GRIP, puis ils sont comme « Quelqu'un nous a vu faire de la drogue », puis là, je suis comme « Non, 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 je suis là pour vous donner des pailles, puis des petits tampons d'alcool pour nettoyer votre selle avant de mettre votre drogue dessus. » Puis les gens sont vraiment comme « Ah, ouais. » Ils sont reconnaissants, Oui, ils sont vraiment sérieusement, reconnaissants, ouais. puis ils sont surpris, puis d'ouvrir la discussion comme ça, ben c'est comme ça qu'on va changer les choses, puis qu'on va diminuer le nombre de surdoses, puis que les gens vont arrêter de s'isoler avec leur consommation. Ouais, tout à fait. Mhm. Et bien justement, je pense que la dernière question que je vais avoir, c'est si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs et auditrices, ce serait lequel? Ben consommer. Si vous voulez consommer, il y en aura toujours de la consommation, puis effectivement, il y a des aspects positifs à ça. C'est le fun. Puis il faut les voir aussi, mais faites-le de façon le plus sécuritaire possible. Utilisez du matériel propre, faites tester vos substances, par exemple au GRIP, au service d'analyse. Vous pouvez avoir nos plages horaires en ligne sur notre site Internet, puis avisez les gens que vous consommez. Avisez au moins une personne, puis trouvez-vous un allié là-dedans. Comme ça, c'est plus facile d'intervenir, puis de faire quelque chose si jamais ça se passe pas bien. Mhm. Et toi, Julie Soleil? Je pense que c'est de prendre le temps de réfléchir puis de s'informer aussi. Tu sais, je pense que pour C'est moi, important, l'information. tu sais, pour avoir intervenu, pour parler de substances avec beaucoup de gens, tu sais, je vois 3 types de personnes souvent. Là, j'ai catégorisé en 3 types. J'ai souvent ceux qui n'ont jamais consommé ou qui se posent pas vraiment de questions ou qui vont prendre n'importe quoi. Ils vont juste suivre la gang. Ouais. Puis là, c'est souvent ces personnes-là qui se ramassent, tu sais, avec quelque chose qui se passe. Tu sais, ils se posent pas de questions. C'est comme, ah, il y a quelqu'un qui m'a donné ça, mais qui? C'est quoi? Je le sais pas. Tu sais. Puis il y en a beaucoup qui font partie de ça. Puis tu as le deuxième groupe, pour moi, qui viennent, qui s'informent, tu sais, mais sur une partie de la substance, d'une substance, puis ils sont là. Puis après, on a notre troisième groupe qui sont les psychonautes, là, qui savent tout sur une catégorie, puis ils pourraient t'en apprendre. tout, là, c'est incroyable. Mais tu sais, pour moi, là, si les gens peuvent passer au deuxième groupe, du moins, tu sais, de se poser un peu de questions, de bien planifier, de penser, OK, à soir, je sors avec mes amis, ou tu sais, je vais faire garder mes enfants. Le lendemain, je vais faire garder mes enfants de prendre aussi. soin de soi Prendre avant, soin de ça pendant, avant. puis après aussi. Oui. Tu sais, je pense que ça, là, juste des petites affaires, tu n'as pas besoin de bien manger, bien s'alimenter, boire de l'eau pendant la soirée, prendre le temps, s'amuser, tu sais, puis pas rusher les choses, là. Je pense que ça l'aiderait tellement. Puis autant au niveau de l'alcool, mais tu sais, on parle de ces éléments-là, c'est parce qu'on le sait que dans le festif et tout ça, il y a une polyconsommation. Ouais. Et que des fois, on est dans un groupe où les gens ne consomment pas nécessairement les mêmes substances. Ouais. Ouais. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais amener un dernier petit conseil de réduction des méfaits, de commencer par des petites doses quand tu essaies quelque chose de nouveau. Puis d'y aller une nouveauté à la fois. Tu sais, si tu essaies une nouvelle drogue, ben essaie-en pas une deuxième nouvelle au même moment peut-être. Puis par rapport à la plus petite dose, ben de commencer avec une petite dose, de voir comment tu te sens, d'attendre que ça fasse effet. Puis là, si tu veux que ce soit plus intense, mais d'en reprendre un peu plus. Comme ça, c'est plus facile d'apprendre à connaître tes limites sans les dépasser nécessairement. Puis tu peux toujours en prendre plus. Tu peux jamais en enlever. Puis quand t'en as ça. trop pris, là, Faut c'est attendre trop que ça tard. passe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Peu importe la substance. Peu importe la substance. Peu importe. Oui, tout à fait. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette conversation. Ben merci. Oui, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci. Pour conclure, j'aimerais remercier nos invités, mais aussi le Centre Phi qui nous a accueillis dans leur beau studio d'enregistrement. Mais j'aimerais surtout te remercier, toi, pour avoir écouté cet épisode. Si tu aimes le balado et que tu souhaites nous soutenir, on t'invite à t'abonner au podcast et à faire un don sur le site internet du GRIP, où tu pourras en apprendre plus sur nos services d'intervention en milieu festif, notre service d'analyse de substances, nos formations ainsi que notre matériel éducatif. Pour conclure, j'aimerais surtout te rappeler que si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer. N'oublie pas d'être à l'écoute de toi-même et des autres, sans stigmatisation ni tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques.